La Comic Con de San Diego bat son plein et la présentation consacrée à la série Les Anneaux de Pouvoir n'a pas déçu, avec un bref concert d'introduction, le véritable amour pour Tolkien qui se dégageait des réponses des créateurs et bien sûr la bande-annonce que je vais parcourir ici en détail avec vous. Je couvrirai bien sûr chaque épisode de cette série, aussi bien que ceux de House of the Dragon, et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et aussi parce que j'avoue qu'atteindre les 500 000 abonnés me ferait très plaisir, alors merci d'avance. Si vous ne le saviez pas encore, on a eu la confirmation que le thème principal de la série a été composé par Howard Shore, le compositeur bien sûr des 2 trilogies de Jackson, tandis que le reste est composé par Bear McCreary qui a travaillé sur Battlestar Galactica, The Walking Dead ou encore God of War. 2 thèmes musicaux, ceux de Galadriel et de Sauron, sont disponibles à l'écoute, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Je vais m'intéresser aux images de la bande-annonce de manière chronologique et je reviendrai en fin de vidéo sur le mystère entourant Sauron et le rôle du Balrog. Nous pensions que la guerre était enfin terminée, ainsi la voix de Galadriel porte l'espoir des elfes à la fin du Premier Âge, qui a vu la défaite de Morgoth grâce à l'intervention de l'Host des Valar et après des pertes incalculables. Le monticule de casque au cœur d'un champ de bataille dévasté renvoie à différentes possibilités parmi les terribles combats du Premier Âge, toutefois on peut parier qu'il s'agit du lieu où nous avons déjà vu Finrod et sa garde rapprochée en bien mauvaise posture, donc potentiellement d'Agor Bragolac, la bataille de la flamme subite. Si Galadriel dépose un casque, c'est peut-être symboliquement pour son frère ou encore pour Fingolfin, ou sans doute pour tous les elfes tombés, mais on sait justement que Finrod, grâce à l'intervention de l'humain Barahir, n'est pas mort durant une telle bataille et je pense que la série respectera cela scrupuleusement. On y reviendra justement avec le plan d'El auprès du corps de son frère. Dans le prolongement direct de cet espoir de paix, c'est la voix du haut roi Gil-galad qui reprend, annonçant des jours de paix, alors que nous admirons à nouveau la splendeur de Lindon pour une cérémonie à laquelle assiste notamment Elrond. Gil-galad dépose sur la tête de Galadriel une couronne de laurier doré qui signifie, je pense, le départ de ses élus en direction du Valinor à l'ouest, la terre des dieux, voyage en bateau qui n'aboutira pas comme prévu. Retour sur le banquet à l'esthétique vraiment enchanteresse. À cette table siègent notamment de gauche à droite Durin IV, le prince, Elrond, Galadriel sans doute, Celebrimbor et Gil-galad, sachant que les autres sont presque impossibles à identifier. Galadriel reprend en disant l'espoir de joie sans fin. Suite à cette victoire, vous suivez, de victoire du Premier Âge, des enfants elfes illustrent cette espérance, sachant que l'image du petit bateau de papier flottant symbolise aussi le rêve de la grandeur, de la perfection absolue du Valinor, accessible uniquement par la voie des mers. Et justement, des navires suivent avec une voile, peut-être, étendue par des humains, ça c'est sûr, avec un symbole qui mêle motif végétal et étoile à 5 branches, symbolisant la géographie de l'île de Númenor. Tout est logique, puisque les Núménoréens sont de grands marins, les plus grands marins parmi les humains, et leur île se situe entre la Terre du Milieu et le continent d'Aman, où se trouve le Valinor. Nous pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait, ajoute Galadriel, une phrase d'autant plus teintée de mélancolie pour nous, spectateurs et lecteurs, qui savons que cette lumière s'éteindra bel et bien à la fin du Troisième Âge, ou disons au tout début du Quatrième, alors que Arwen pleurera la mort de son roi et son époux Aragorn. Alors oui, bien sûr, les elfes continueront à exister et à briller en Valinor justement, mais ils auront disparu de la Terre du Milieu. Et toujours les navires, mais retour sur ce bateau elfique qui correspond à ce que je suppose être cette tentative de rejoindre le Valinor suite à la cérémonie menée par Gil-galad. Nous retrouvons juste ensuite Sadok Burrows d'un précédent teaser qui souligne les cieux étranges, le sage pied velu ne croit pas si bien dire car les voies du Seigneur sont impénétrables et ce premier voyage de Galadriel vers l'ouest voué à l'échec. Plan déjà vu de Bronwyn et Arondir avec l'arrivée de la comète, encore qui va donc bien s'écraser dans le sud-est de la Terre du Milieu, pas loin de l'emplacement du Mordor. Retour sur l'île de Númenor et a priori sa capitale avec cette tour qui recèle un palantir, les pierres de vision étaient nombreuses sur l'île et Myriel, la régente, partage ce précieux instrument avec Galadriel. Et la reine annonce que le moment qu'elle craignait arrive, désignant certainement le retour du mal en Terre du Milieu. Les images qui suivent ne correspondent certainement pas aux véritables visions qu'a Galadriel en touchant le palantir. Nous avons en revanche un nouveau flashback de la bataille correspondant au champ dévasté d'ouverture de ce trailer. L'importance des flammes semble appuyer mon hypothèse de la bataille de la flamme subite. Un très rapide plan d'un orc est inséré, il correspond à une scène totalement différente, celle du camp de prisonniers où nous verrons plus tard Arondir.
Retour ensuite sur ce fameux plan rapproché de Finrod qu'on avait déjà vu auparavant. Finrod, frère de Galadriel, il est au cœur de la mêlée. Son absence de casque vient renforcer l'idée que c'est le sien, que Galadriel a déposé. Mais encore une fois, j'espère que les circonstances de sa mort n'ont pas été modifiées par la série. On revient à ce plan rouge et si terriblement frappant d'un massacre d'une cité submergée. Je vous renvoie à mon analyse du teaser final à son sujet. Un mot pour ajouter que l'hypothèse d'y voir l'engloutissement du Beleriand, résultat de la guerre de fin du Premier Âge, alors que toute une portion de la partie est de la Terre du Milieu avait sombré sous les flots, reste possible. Toutefois, cet engloutissement n'est pas immédiat mais progressif, alors que le feu dans cette image semble indiquer un événement soudain et brutal. Je continue donc plutôt de pencher pour une vision du futur de Númenor. Magnifique plan de Galadriel auprès du corps de son frère Finrod, plusieurs choses importantes ici. Déjà, on a la certitude qu'on aura un prologue remontant au Premier Âge, et même avant, car la mort de Finrod se situe clairement avant le Deuxième Âge, qui fait l'essentiel de cette série. Ensuite, il y a la dague qu'il porte, celle que Galadriel reprendra avec elle, et dont le manche représente les deux arbres de Valinor, stylisés et entrelacés, sachant qu'il est dit que la chevelure même de Galadriel a su capturer les deux lueurs des arbres. Et le fait qu'elle reprenne cette dague témoigne d'une sorte de promesse, je pense, un engagement intérieur de vengeance contre Sauron qui est le véritable responsable de la mort de son frère Finrod. Et le plan de la larme coulant sur son visage témoigne, il me semble, d'une détermination puissante plutôt que du désespoir. En effet, examinons le corps maintenant, on y trouve des marques de griffures qui témoignent du dernier combat de Finrod qu'il a mené de ses mains nues contre un terrible loup-garou, alors que l'humain Beren et lui étaient les deux derniers prisonniers survivants dans un cachot de Sauron. Comme c'est expliqué dans le Silmarillion, Finrod s'est sacrifié pour protéger son ami Beren en tuant le loup-garou de ses propres mains, et sur Reddit, un observateur à l'œil de lynx a même reconnu ce qui pourrait éventuellement correspondre à une marque sur le torse de Finrod, une marque gravée, une marque à 3 pointes, qu'on retrouve ensuite à plusieurs reprises dans cette bande-annonce. Mais pour l'instant, retour à Númenor et plus précisément sa capitale Arménélos, avec un plan que je trouve vraiment magnifique de Nimlos, un arbre qui descend directement de Telperion, l'arbre d'argent de Valinor. La chute de ces fleurs est sans doute un douloureux présage lié au choix de certains Numénoréens. Le mal ne dort jamais, il attend, tout concourt à une ambiance très menaçante alors que 3 mystérieuses figures vêtues de blanc apparaissent. Je dirais à première vue qu'il s'agit là de prêtresses du culte de Morgoth au service de Sauron. Je ne sais pas à quoi correspond le plateau cérémoniel tenu par la figure de droite, celle de gauche semble plus guerrière tandis que celle du centre correspond à une figure d'autorité dotée de pouvoirs magiques et qu'on retrouve dans des plans suivants. Cette actrice se nomme Bridie Sisson et contrairement à ce qui a pu être dit sur internet hier notamment, ce personnage n'est absolument pas Sauron, tout du moins absolument rien ne le laisse imaginer et je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Pour nous remettre, passage à Khazad-dûm avec ses impressionnants gardes nains armurés qui escortent Elrond comme un prisonnier ou pas loin. Et justement, le mal n'est pas loin puisque le roi Durin III parle à son fils du risque de la tentation de l'ombre qui peut tous les engloutir sous la montagne, et au passage la salle du trône naine est splendide. Et on continue pour découvrir un œil couvert de cendres qui s'ouvre, sans doute celui de Galadriel qui semble reprendre conscience après une terrible déflagration dans un village dévasté par les flammes. Sa voix prévient, leur ennemi n'a pas qu'un seul nom mais plusieurs, un indice pour nous rappeler que Sauron pourrait être présent dans cette série sous plusieurs formes, caché aussi bien aux héros qu'aux spectateurs. Du feu à la glace, on reste dans les armes favorites du mal avec ce plan d'une sorte de forteresse de froid, ou ce qu'il en reste. Attention, petit moment histoire et géographie, il pourrait éventuellement s'agir des ruines de la première forteresse de Morgoth, le maître de Sauron, et source du mal. Cette forteresse se nommait Utumno et se situait dans l'extrême nord. Et même si on sait que cette forteresse a été détruite avant même le Premier Âge par les Valar, il n'est pas impossible qu'il en reste des ruines. Or, on sait que Galadriel va mener une expédition de traque du mal dans la région du Forodwaith, et c'est de toute évidence dans cet enfer glacé que ces elfes chercheront une trace des derniers serviteurs de Morgoth, à commencer par Sauron lui-même. Ensuite, la marque à 3 points apparaît sous forme de givre sur une surface indistincte. Alors c'est cette marque qu'on pouvait peut-être deviner sur la poitrine du corps de Finrod. Et c'est même peut-être aussi celle qui apparaîtra sur le bras du jeune Théo alors qu'un vieil emmerdeur inquiétant lui parle de Sauron. Théo, c'est le fils de Bronwyn et ce groupe vit à Tir Arad, à proximité du Mordor qui n'est pas encore à l'époque connu pour abriter Sauron ou quoi que ce soit lié au mal. Mais ça va pas tarder. Revenons à Bronwyn, justement une humaine, une guérisseuse, la mère de Theo, et amoureuse de l'elfe Arondir qu'on retrouve caché, sans doute chez elle, alors qu'un orc recherche une victime.
la scène nous donne un bel aperçu de la diversité des ambiances que la série pourrait nous proposer, nous offrir, notamment si elle est bien faite, bien écrite et bien réalisée. Comme on le savait déjà, Seo est en possession d'une épée brisée extrêmement inquiétante, et oui, on le savait depuis les tout premiers posters, et qui plus est maintenant, on peut reconnaître dans la forme de l'épée brisée, alors qu'il la tient sous ses yeux, les 3 pics de sinistre présage, les 3 pics de cette marque. La lame noire semble se reformer par magie inquiétante en présence d'une silhouette vêtue de blanc qu'on devine à peine, certainement la prêtresse ou l'équivalent. Cette lame pourrait annoncer un destin funeste qui mènerait Théo à devenir un Nazgûl, voire même leur chef, le roi sorcier d'Angmar. Ensuite, on retrouve le groupe de Galadriel au cœur des ruines de glace, alors qu'une menace rôde. La voix off de Galadriel souligne l'importance de combattre le mal dès qu'il commence à monter en puissance, sans attendre qu'il domine tout. Un plan très rapide nous révèle la fameuse marque sur ce qui ressemble soit à un autel sacrificiel, soit à une enclume, peut-être là même où aurait été forgée la lame de Seo, entre autres créations maléfiques. Les elfes se prennent un bloc de glace de pierre projeté par le troll des glaces du premier teaser, et on se doute que peu ressortiront vivants de l'affrontement, et que ça serve de leçon à mes joueurs dans la partie de jeu de rôle qu'on mène actuellement avant même le premier âge, et dont vous trouverez des replays sur ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeu de Rôle. Quand je vous disais que c'était dangereux un troll les gars, faut écouter. Encore une fois, passage entre la glace et le feu, alors qu'un navire numénoréen en flammes pourrait nous faire penser à la scène rouge des corps submergés. Ce n'est certes pas la même scène, pas de submersion à l'horizon, enfin pas tout de suite, mais cet incendie pourrait donner un éclairage cru sur les dissensions qui déchirent alors les Numénoréens quant à l'amitié à donner ou pas aux elfes et le respect que méritent ou pas les Valar. Bronwyn fera tout pour protéger son fils, bien sûr, et je pense que c'est une excellente idée pour la série de s'attarder sur le destin des humains du Sud-Est et sur les raisons de leur asservissement à Sauron durant le Troisième Âge. On a ensuite une figure d'autorité qui parcourt le tunnel de peau tendu en protection contre le soleil pour les nombreux orques au service de ce personnage mystérieux dont les gantelets à pointe correspondent à se montrer dans un des premiers posters. Il s'agit d'un personnage nommé Adar, dont un poster plus récent dévoile aussi l'épée qui semble avoir d'étranges similarités avec celle de Galadriel. Les orques exhibent des masques et autres protections qui donnent une ambiance très macabre certes, mais dont le premier usage reste de les protéger des rayons mortels du soleil pour eux en cas de trop longue exposition. On a ensuite un plan sur Halbrand à Númenor, et un humain qui est inventé pour la série et qui sera proche de Galadriel apparemment, beaucoup de mystères et d'inconnus autour de ce personnage qui pourrait aussi bien être héroïque que mal tourné par la suite. Bronwyn tente d'haranguer une foule pour appeler à l'unité, certainement pour résister aux attaques des orques. Et justement, l'épée dressée dans la foule semble correspondre à celle portée par Galadriel dans un plan qui va venir dans un instant, alors qu'elle embarque en armure. Mais avant ça, retour d'un plan rapide du teaser final, celui qui semble correspondre au prologue avec le serment de Fëanor et de ses fils, des elfes qui ont juré de retrouver les 3 joyaux, les fameux Silmarils, quoi qu'il en coûte, et bon, il faudra lire le Silmarillion ou revoir ce que j'en disais dans ma vidéo précédente. Voici donc le fameux plan évoqué il y a un instant avec Galadriel en armure, cette fameuse épée, et durant les questions qui ont été posées à l'équipe durant le panel de la Comic Con, on a appris que cette armure serait un cadeau qui a été fait à Galadriel. Nous verrons par qui et dans quelles conditions. Et ce n'est pas tout puisqu'on reconnaît aussi à la ceinture de Galadriel la fameuse dague de son frère, Finrod, alors qu'elle exhorte en voix off à combattre à ses côtés, parlant sans doute à un chef numénoréen, voire à la reine Myriel. Le salut des avant-bras qui se saisissent pourrait être entre Galadriel et Elendil. L'action d'éclat d'Arondir correspond à la résistance qu'il va opposer face à l'attaque des orques menée de nuit, bien évidemment, puisqu'ils craignent le soleil, ce qui correspond à la séquence du teaser final avec, rappelez-vous, cette armée menée le long d'un chemin qui serpente en montant vers une fortification. Le plan de la reine Myriel me donne un peu l'impression qu'elle porte un bébé, ce qui me laisse très curieux, plutôt que dubitatif, car rien dans les écrits à son sujet, mais il n'y en a pas beaucoup, il faut dire, ne mentionne un enfant. Une cérémonie naine ensuite avec un chant et la princesse Disa au centre. On a une lumière magnifique, et sachez au passage qu'on a appris que les naines auront bel et bien une pilosité faciale dans la série, même si nettement moins fournie que les mâles. On a à nouveau Durin IV qui brandit un minerai de Mithril, la grande richesse de Khazad-dûm, qu'on retrouve en veine à exploiter dans la roche dans une scène à venir. Quant à la charge de cavalerie de Galadriel et Halbrand à la tête des Núménoréens, elle pourrait bien viser à venir en aide à la population de Tir Arad face aux orques, d'autant plus si la vision de l'attaque lui est venue via le Palantir. Quelques orques dans la forêt, les orques semblent extrêmement prometteurs dans leur visuel notamment pour cette série, et soudain retour à la mer avec une Galadriel qui s'éloigne d'un radeau menacé par un monstre marin.
Mais il me semble distinguer d'autres survivants sur le radeau et je me demande si Galadriel ne serait pas en train de tenter d'attirer le monstre loin d'eux pour les sauver. La voix du roi Durin III affirme qu'il ne peut y avoir de confiance entre un marteau et une pierre, visant très certainement ici l'idée d'une amitié entre nains et elfes, point de vue que son fils ne partagera pas avec son père. Les costumes nains sont toujours aussi fous, avec le prince Durin qui serre le poing. Les nains seront respectés pour leurs coutumes riches et leur vaillance et ne serviront pas de comic relief, comme trop souvent dans les trilogies de Peter Jackson. On retrouve l'étranger au cœur de la météorite, approché par Elanor, la pied velue. Visiblement ce sont des flammes qui ne brûlent pas, mais dur de savoir s'il s'agit du feu secret de la flamme d'Anor, ou d'une illusion de Sauron. Arondir vend chèrement sa peau alors qu'il est prisonnier, ce qui laisse supposer que la défense de nuit finira par céder. On constate qu'il ne résiste pas seul avec au moins un autre elfe qui se bat à ses côtés avec une hache. Un plan très rapide nous révèle l'étranger qui frappe le sol et semble déclencher une sorte de champ de force énergétique. Aucun doute, il est un Maya, mais impossible de savoir pour l'instant s'il est un magicien envoyé par les Valar pour aider les peuples de la Terre du Milieu, un mage bleu éventuellement, ou s'il s'agit d'un habile subterfuge de Sauron, comme déjà expliqué dans les précédentes vidéos, avec le plan de se faire passer pour un envoyé de Valinor pour mieux tenter et corrompre ceux qui pourront le croire. On sait seulement que l'interprète a souligné que son personnage est mu par une grande motivation et un profond désir. Après une impressionnante chute d'Arondir et un orc totalement fifou, retour dans le village de Tir Arad, que la troupe de Númenor est venue secourir apparemment. On reconnaît même la reine Myriel parmi les gens présents, tandis que la terre commence à trembler. Suite à cela, Galadriel ferme les yeux, et c'est donc la scène qui précède le déluge de flammes. Mais alors que peut-il bien se passer ici? Encore un petit peu de patience, j'y arrive. Justement, on retrouve l'inquiétante prêtresse maléfique qui souffle des braises et peut-être la feuille qui vient planer entre les pans de roche veinés de mithril pour se poser tout au fond. Et ici, je vous préviens, il faut avoir de bons yeux et voir la bande-annonce sur le site de Prime Video dans une meilleure définition que sur YouTube pour deviner que l'embrasement de cette feuille qui est venue planer jusqu'au fond semble déclencher un phénomène sur une sorte de cage, une structure en tout cas qu'on distingue en arrière-plan avec une fumée qui s'en dégage. Et ce n'est pas tout, puisque c'est justement sur cette lente descente de la feuille qu'on entend une voix très particulière qui évoque les mensonges qui auraient été proférés au sujet de la Terre du Milieu. Et là, cette fois, je pense qu'on peut dire que cette voix pourrait bien être celle de Sauron. Ça va de mal en pis avec Arondir qui se fait happer par des mains griffues au travers d'un mur de racines. A priori, je pense que ce sont des mains d'orques, mais je suis un peu étonné que des orques puissent le prendre ainsi par surprise. Et j'ai du mal à imaginer qu'il pourrait s'agir des Huorn, ces arbres voraces et vivants dont les Ents sont en quelque sorte les bergers. Les voir avec de telles mains, les Huorn, ça me semblerait bizarre. Et enfin, le plan qui fait frémir avec un balrog qui ressemble énormément à celui de la communauté de l'anneau. Je dois bien vous l'avouer, ce balrog me laisse aussi excité que perplexe. Celui qu'on appelait le fléau de Durin n'est éveillé par les nains qu'au 3e âge, mais il est vrai qu'il était caché dans les profondeurs depuis la fin du 1er âge. Je suppose qu'il est donc envisageable qu'un serviteur de Sauron armé de sa magie puisse réveiller ce balrog, lui donner une mission et le laisser ensuite retourner à son sommeil dans les profondeurs de la Moria. Peut-être aussi que cette scène du balrog est uniquement issue du prologue et des guerres du 1er âge, là où les balrogs avaient causé le plus de dégâts. Si on cherche toutefois à mettre ce balrog en relation avec ce qu'on a vu dans ce trailer, il ne serait pas totalement impossible que la dévastation de flammes qui s'abat sur le village provienne de lui. En effet, si la troupe de Númenor est trop puissante, la prêtresse pourrait jouer cette carte ultime d'un balrog en renfort. Alors cela me semble un peu tiré par les cheveux, mais il faut savoir que les elfes les plus puissants, dont Galadriel fait partie, ont parfois été capables de tenir tête, voire de vaincre un balrog. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit bien du fléau de Durin, alors il serait juste repoussé ou accomplirait sa mission, celle qu'on lui a confiée, et rentrerait se cacher dans les profondeurs. Concernant maintenant Sauron et l'étranger, l'homme de la météorite, je dois dire que la série joue parfaitement l'ambivalence et le mystère. Tout le monde est un petit peu perdu et il semble impossible pour le moment de trancher avec certitude quant à l'identité de cet homme de la météorite. Alors est-il Sauron, ce qui reste ma théorie favorite, ou est-il un Istari, un membre de l'ordre des mages? Tout reste ouvert et possible, et surtout différentes incarnations de Sauron à l'écran, puisqu'il faut sans doute le rappeler, Sauron est encore à cette époque capable de changer de forme physique quasiment à volonté. Et voilà, je peux vous dire que j'ai tout donné sur cette analyse, et même si on peut toujours faire plus long et expliquer plus en détail, eh bien rassurez-vous, la série sera de toute évidence faite pour un public qui ne connaît pas tout Tolkien par cœur. Je reste franchement intrigué et optimiste sur la base de ce qui a été révélé, et j'ai très hâte de voir le résultat. À très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit peut-être la bande-annonce de Donjons & Dragons, ou plus certainement les annonces de Marvel à venir durant cette Comic-Con de San Diego.
À très vite, salut.